La, la première chose, je pense qu'il faut avoir l'esprit rapidement sur le moment où Jaurès écrit son éditorial, hein, ce que vous avez choisi pour guider cette soirée, c'est-à-dire faire vivre un grand journal sans qu'il soit à la merci d'aucun groupe d'affaires, est un problème difficile, mais non pas insoluble. Au moment où il écrit ça, Jaurès vient de quitter la rédaction de La Petite République, un journal auquel il collabore depuis plusieurs années, à la suite d'un désaccord entre lui, le rédacteur en chef du quotidien, et le directeur de La Petite République, un désaccord qui porte sur une publicité en faveur d'un magasin de confection où les couturières étaient particulièrement exploitées. C'est là l'une des raisons, c'est la raison pour laquelle Jaurès va claquer la porte de ce journal-là et va se lancer dans cette aventure qui est la fondation du quotidien L'Humanité, qui, en 2016, continue de paraître, alors qu'un certain nombre de personnes, en avril 1904, donnaient quand même, euh, peu de jours à ce quotidien. Le premier point que je voudrais très rapidement aborder et soulever, c'est le fait que la polémique autour de l'argent de la presse française est une constante dans l'histoire de la presse. Première remarque, c'est que l'Humanité en tant que quotidien, en tant que journal, a également participé à ces polémiques. Par exemple, dans les années 20, au tournant de l'année 1923 à 1924, le quotidien communiste va publier les papiers d'un diplomate russe, Rafalovitch, qui a distribué entre 1900 et 1914 l'équivalent de 20 millions d'euros d'aujourd'hui afin d'assurer le placement des emprunts russes auprès du grand public. Mais l'Humanité, en tant que quotidien, est également victime des rumeurs et des polémiques autour de l'argent de la presse française. De polémiques ou de rumeurs particulièrement violentes. Jean Jaurès, évidemment, est accusé d'avoir reçu des soutiens financiers occultes. Alors, parmi ces soutiens financiers occultes, l'un des noms qui revient, c'est évidemment celui du président du Conseil de l'époque, Émile Combes, qui aurait donné plusieurs centaines de milliers de francs pour assurer la fondation du journal. Mais la rumeur la plus mensongère et non dénouée de perspectives politiques, c'est évidemment le fait qu'on soupçonne, un certain nombre de personnes soupçonnent Jean Jaurès d'avoir bénéficié du soutien du entre guillemets syndicat juif pour le remercier de son attitude lors de l'affaire Dreyfus. Ces rumeurs et ces invectives, elles vont donner lieu à des débats particulièrement violents, y compris au sein d'un congrès du Parti socialiste unifié en 1911, entre militants socialistes, alors que se discute la question des relations entre le journal, fondé par Jean Jaurès, et le Parti socialiste unifié, qui a été créé, je le rappelle, un an après la fondation du journal. Il y aura une passe d'armes assez violente entre Charles Rapoport d'un côté et Jean Jaurès de l'autre. Jean Jaurès terminant son intervention en lui disant « Monsieur, je ne veux plus vous connaître ». Rapoport a tout simplement mis en cause un professeur de la Sorbonne, Lucien Lévy-Bruhl, d'avoir servi de prête-nom au Rothschild, estimant qu'un professeur de la Sorbonne ne pouvait pas, à l'époque, prêter la somme d'argent qu'il a donnée à Jaurès pour pouvoir, créer son journal. Mais au-delà de ces polémiques sur la nécessité de recueillir des fonds pour pouvoir se lancer dans la fondation d'un journal, je voudrais rappeler, et c'est le deuxième point sur lequel j'irai assez rapidement, c'est qu'un journal n'existe pas sans lecteur. C'est que la condition sine qua non pour qu'il y ait journal, c'est qu'il faut qu'il y ait lecteur. Et l'importance de la diffusion payante est fondamentale dans l'histoire de la presse écrite. Fabriquer un journal coûte de l'argent. Évidemment, je ne l'apprends à personne dans cette salle. Je ne donnerai qu'un seul exemple qui a été une bataille importante dans l'histoire du journal L'Humanité. C'est celui du coût du papier.
Le journal L'Humanité, les directions et administrations du journal se sont battues depuis 1904 pour que ce journal ait une pagination à peu près équivalente, voire égale à celle de la presse parisienne, parce qu'il n'y a pas de raison que celles et ceux qui achetaient le journal, qui achètent le journal, payent aussi cher un quotidien qui contiendrait moins d'informations que dans d'autres quotidiens. Encore faudrait-il que l'information se mesure au nombre de pages publiées. Mais pour satisfaire ces lectorats, il y a besoin de pages. Donc il y a besoin de lecteurs qui vont acheter les journaux, parce que c'est quand même par ce biais-là que ce produit peut, fonctionner. La particularité d'un journal comme l'Humanité, c'est le deuxième point, si vous voulez, c'est que la mobilisation des lecteurs pour le journal a toujours été importante, quasiment dès le lancement du journal. Si on veut être précis, le moment où les lecteurs du journal investissent, au sens plein du terme, le journal L'Humanité, c'est l'automne 1906. C'est l'automne 1906, c'est-à-dire ce moment dans l'histoire du journal où pour la première fois, Jean Jaurès donne de mauvaises nouvelles sur la situation du journal qui a été créé 2 ans auparavant et où il dit les choses très explicitement. Les ressources financières sont épuisées. Il lui faut trouver de l'argent tout de suite, sinon c'est la fin. C'est la fin de cette aventure. Et Jaurès de terminer par son article par « C'est parfois de l'extrémité du péril que vient le salut ». La brutalité de cette annonce pour les lecteurs du journal L'Humanité de l'époque, en 1906, conduit à une mobilisation particulièrement importante sous des formes innovantes. Je ne reprendrai pas les termes anglais qui ont été développés tout à l'heure, mais grosso modo, il y a 2 types de mobilisation. Il y a celles et ceux qui vont donner 1 sou de l'époque, c'est-à-dire 5 centimes, comme on disait, ou bien celles et ceux qui vont devenir actionnaires de ce journal, de cette même deuxième société qui va être créée, puisque la première société du journal qui est créée en 1904 fait faillite en 1906, et une deuxième société est lancée à ce moment-là, avec un objet un petit peu différent, mais bon, on y reviendra peut-être après, c'est que cette deuxième société a pour fonction de vouloir faire un journal quotidien socialiste et non plus un journal républicain socialiste comme le prévoyaient les statuts, mais c'est un détail sur lequel on aurait pu revenir éventuellement dans la discussion. Indépendamment de la participation du lecteur de l'Humanité à la vie du journal, et on devrait même plutôt dire des lecteurs de l'Humanité, on devrait préférer le pluriel au singulier du lectorat, le pluriel des lecteurs au singulier des lectorats. Le journal L'Humanité, comme tous les journaux, doit satisfaire la diversité de ses lecteurs. Lecteurs qui sont différents de nature. On peut opposer par exemple le travailleur manuel au travailleur intellectuel. On peut opposer les femmes aux hommes. On peut opposer les jeunes aux adultes. Toujours est-il que c'est à ces différents lecteurs-là qu'il faut répondre pour que chacun de ces lecteurs-là, dans sa diversité, le lendemain, continue d'acheter le journal qu'il a acheté le jour même et qui est censé l'avoir satisfait. Sinon, il risque de ne pas reproduire ce geste le lendemain-là. Différents lecteurs en termes d'engagement même, certains étant davantage politiques, d'autres étant davantage syndicalistes, et à l'époque à laquelle je me réfère, c'est-à-dire les années 1906-1907, il y a des oppositions très vives en fonction des options qui sont prises au sein du mouvement social, si on est plutôt politique, plutôt engagé au sein du Parti socialiste unifié, ou bien plutôt engagé au sein de la CGT, la Confédération générale du travail. Je ne rentrerai pas dans tous les débats qui ont pu exister à l'époque, mais il faut avoir à l'esprit que quand Jaurès décide de donner une tribune syndicale à la CGT dans sa diversité, ce n'est pas sans faire grincer quelques dents et plus dans les rangs du Parti socialiste de l'époque. Et enfin, dernière différence de lecteur, c'est l'endroit où il se situe, Paris ou province. Pourquoi je dis Paris ou province ? Parce qu'évidemment, un journal en 1906, en 1907, il est à Paris dans les kiosques dès le matin même, mais il est à Marseille
le soir même et à Perpignan le surlendemain. Acheter un journal le surlendemain à Perpignan, c'est quand même un geste d'adhésion forte, parce qu'on a des nouvelles un peu, non pas périmées, mais enfin disons, pas tout à fait aussi fraîches que ce que la presse quotidienne régionale de l'époque est capable de l'apporter. L'autre particularité à Paris, et qu'il faut aussi avoir à l'esprit, je terminerai là-dessus, c'est que la diffusion du journal L'Humanité à l'époque à Paris dépasse largement l'influence du Parti socialiste. En revanche, en province, la diffusion de l'Humanité, département par département, est largement inférieure au nombre d'adhérents du Parti socialiste unifié, pour prendre uniquement ce chiffre-là comme indice. Voilà quelques éléments qui, me semble-t-il, qu'on mérite d'avoir à l'esprit pour essayer de comprendre quels sont les lecteurs du journal de Jaurès qui, malgré tout, vont s'investir dans ce journal-là, qui a une ambition, certes, pour reprendre la phrase, être indépendant des groupes d'affaires, d'aucun groupe d'affaires, mais qui a une autre ambition, c'est d'être aussi le journal du mouvement social dans son ensemble. Et donc, il convient de trouver un équilibre entre les différentes organisations qui composent ce mouvement social. Alors, je l'ai dit, il y a un congrès important du Parti socialiste en avril 1911 qui va réglementer, qui va tâcher tout au moins de réglementer les équilibres, qui va, surtout ce congrès-là, il marque une prise de contrôle progressive du Parti socialiste sur le journal L'Humanité fondé par Jean Jaurès, journal L'Humanité qui ne sera jamais l'organe officiel du Parti socialiste créé un an après le lancement du journal, et qui va définir les équilibres entre le Parti socialiste d'une part, les syndicats d'autre part, et puis le mouvement mutualiste, le mouvement coopératif, etc. L'enjeu, il est de taille. Il s'agit à ce moment-là, en avril 1911, de contrôler le seul journal qui paraît chaque jour, qui est diffusé sur l'ensemble du territoire national et dont les ventes dépassent alors 60 000 exemplaires. Ce n'est pas rien comme outil dans la contestation. Je ne rentrerai pas dans tous les détails sur ces équilibres, etc., comment ça marche. Sachez juste que ce débat a occupé pendant près d'une journée les congressistes réunis à Saint-Quentin, qu'un accord extrêmement précis a été fait, y compris pour la désignation des éditorialistes, en particulier politiques, où il était prévu que ce soit le conseil d'administration et de direction, c'est le nom qu'on lui donne, qui choisissent en accord avec le directeur politique, donc avec Jean Jaurès, qui allait écrire tel jour, etc., dans le journal. Et cet équilibre-là, il est rompu, évidemment, enfin évidemment non, le terme est de trop, il est rompu au moment de la mort de Jaurès, où à ce moment-là, le quotidien doit faire face à un défi multiple, l'entrée en guerre avec l'arrivée de la censure, la disparition de son fondateur et directeur, le départ au front de la plupart de ses lecteurs, mais pas uniquement de ses lecteurs, le départ également au front de celles et ceux qui écrivent et qui font le journal. Et malgré tout, le journal a continué d'exister et continué de paraître. Au moment du congrès de Saint-Quentin, je finirai là-dessus, on ait éventuellement un échange si vous le souhaitez, l'un des congressistes, Marcel Samba, a prononcé cette phrase que je trouve assez belle et que je souhaite partager avec vous. Il a dit « Je serais tenté de dire que la réussite d'un journal comme l'Humanité est un accident heureux. Tâchons d'en profiter. » Je vous remercie de votre attention.